Bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine en compagnie de la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs de cette semaine. En vue de renforcer les capacités du cadre de concertation de la société civile et lui faciliter l'accomplissement de sa tâche comme l'un des acteurs majeurs du développement, l'Union européenne finance depuis 2016 un programme qui vise notamment de rendre le cadre de la concertation de la société civile efficace afin de voir son impact dans ses interventions en faveur de la population qu'il représente. Quelle analyse faites-vous du travail des cadres des concertations de la société civile dans votre province? 081 890 49 69, c'est le numéro pour intervenir en direct dans ce magazine mise en onde et réalisé par Polydor Basunga, Pierrot et la Mégie. C'est pour moi un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie. Vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais aussi en direct. Alfred nous appelle de Kalemi, Ismaël de Lubumbashi et Élisée Ntabaza qui est à Goma. Mais bien avant d'aller plus loin, nous recevons dans ce studio Monsieur Patient Bashombe Matabishi, qui est le coordonnateur national du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC. Monsieur Patient Bashombe, merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pierrot. Et cette émission tombe le 21 septembre, journée internationale de la paix. Oui, le 21 septembre, journée internationale de la paix. J'aurais voulu me retrouver peut-être à Beni, à Goma, ou vers Bunia, ou au sud Kivu, vers Minembwe, pour bien parler de la journée internationale de la paix, parce que c'est très significatif et symbolique pour les communautés qui vivent du jour le jour l'insécurité, les guerres à répétition, pour qu'ils comprennent le sens ou la portée de la journée internationale de la paix. Je crois que c'est très difficile pour eux, mais il fallait qu'il y ait des gens quand même qui essayent de faire un plaidoyer, qui essayent de bousculer les choses de manière à ce que les communautés au niveau de la base puissent trouver la paix tant recherchée. Donc aujourd'hui, c'est une grande journée, une journée au cours de laquelle nous nous rappelons de toutes les victimes qui sont tombées dans les guerres, mais aussi le travail qui est en train d'être mené par les gouvernements pour voir comment améliorer la sécurité à travers le pays. C'est aussi une occasion d'évaluer ce qui a été fait, est-ce que ça a été bien fait, tirer des leçons et voir comment améliorer pour que la population vive dans la paix. Mais est-ce que dans le programme qui fait qu'on puisse avoir cette émission aujourd'hui, c'est ce programme soutenu par l'Union européenne pour le cadre des concertations de la société civile, est-ce que la question de la paix est évoquée dans le plaidoyer que vous faites? Évidemment, d'abord je dis merci. L'Union européenne a financé un programme qu'on appelle renforcement du cadre des concertations de la société, donc les capacités du cadre de concertation de la société civile. Le cadre de concertation de la société civile qui est un espace d'échange, un espace de dialogue entre tous les acteurs de la société civile regroupés autour des groupes de travail thématique des GTT qui analysent la situation et essaie de trouver des solutions à proposer au gouvernement afin vraiment d'être une force d'influence au niveau provincial, au niveau national et même au niveau territorial. Et donc les questions qui sont évoquées, des questions thématiques à ces niveaux sont des fois aussi des questions qui touchent à la paix. À la paix parce qu'il n'y a pas que la paix comme absence de guerre. Mais il y a aussi la paix, selon la définition de Johan Galtung, qui parle aussi de la paix négative ou de la paix positive. Lorsque il y a le mieux-être, lorsqu'il n'y a pas mieux-être, l'homme vit dans l'incertitude, l'homme vit dans le manque de paix, dans son cœur, dans son esprit, dans sa stabilité psychique. Et donc, il peut aussi être soit un agent qui trouble la paix ou un agent qui subit.
Et donc, à ce niveau-là, nous essayons de faire le plaidoyer pour que la communauté, les Congolais d'abord, puissent se sentir en paix. Il y a aussi des questions spécifiques maintenant lorsque la paix est troublée. À ces niveaux-là, nous, comme cadre de concertation, que ce soit au niveau territorial, au niveau provincial et même au niveau national, nous avons des programmes ou des actions que nous menons auprès avec le partenaire gouvernemental ou d'autres partenaires pour essayer de trouver comment venir à bout de tout ce qui peut troubler la paix. Alors, si nous pouvons maintenant entrer un peu en profondeur, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les grandes lignes dans ce renforcement des capacités, ce qui a été fait, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial? Qu'est-ce que le cadre a fait exactement? Ok, avec cet appui de l'Union européenne qui est passé par Diaconia qui est une agence suédoise qui agit aussi dans notre pays. On a renforcé les capacités institutionnelles du cadre de concertation au niveau national. Il y avait un problème des textes. Il a été mis ensemble l'intelligence des acteurs pour produire et accoucher des textes qui ont fait le consensus. Également, il y a eu un appui du côté fonctionnel et donc pour amener les acteurs à jouer correctement leur rôle et surtout à travers les groupes de travail thématiques. Mais également doter la société civile d'une plateforme de formation en ligne, mais également doter la société civile de la maison de la société civile. Depuis des années, la société civile accusait ce problème de manque d'une bâtisse propre à la société civile. Souvent, on est locataire, mais là, nous venons d'acquérir un immeuble au niveau national et prochainement au niveau de chaque province il y aura quand même un soutien pour l'achat de bureaux et en complicité évidemment avec l'autorité locale qui peut donner soit une parcelle et le partenaire nous aide à construire. En tout cas, il y a eu beaucoup d'autres. Et j'ai oublié aussi de parler des formations multiples et même de missions d'échange d'expérience à l'extérieur du pays pour comprendre ce que les autres ont fait, tirer des bonnes leçons pour venir les domestiquer ici chez nous. C'est vraiment tout un programme qui a pris près de 4 ans. Et déjà la fin du 10e fête, donc le 11e fête va commencer prochainement, donc l'année prochaine. Voilà. Alors, on pourra aborder la question de plaidoyer, parce qu'on parle des plaidoyers, peut-être voir est-ce qu'au niveau provincial, national, y a-t-il eu l'interactivité avec le pouvoir public, dans quelle matière spécifique dans le plaidoyer, on va revenir là-dessus. Le temps d'écouter aussi les auditeurs, parce qu'ils sont nombreux qui voudraient s'exprimer autour de cette question. Alfred, vous êtes à Kalemi, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour Alfred. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour surtout à l'invité. On vous écoute Alfred. Merci d'abord pour ce sujet si intéressant. D'abord, rien n'est au point de soulever les efforts fournis par les cadres de concertation de la société civile, car celle-ci vise la protection de la population de manière concrète et le développement. Mais dès lors, nous avons constaté que son travail n'est pas effectif et surtout concrétisé, malgré le financement de l'Union européenne, car la population se lamente du jour au jour. Vous voyez, monsieur le journaliste. Alors, si nous essayons un peu de toucher dans notre province, il est vrai que c'est plus chaotique, d'autant plus que la concertation de la société civile n'existe même pas. Quand nous disons que cette société civile n'existe même pas, c'est pour dire que cette société ne se laisse plus voir et ne se laisse plus entendre au sujet de la population. Maintenant, j'aimerais un peu demander à notre invité, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour faire participer une province où la population dans ce cadre de la consultation nationale de la société civile. Parce qu'il est vrai que certaines sociétés civiles sont inaperçues au vu de la population.
et la population ne participe pas à ces cadres-là de concertation. Voilà un peu ma préoccupation. Merci beaucoup, Alfred. Pour vous, Académie, vous ne sentez pas la présence du cadre de concertation de la société civile et vous voulez savoir comment on adhère, comment on y arrive et comment la population peut participer aux actions du cadre de concertation. Merci beaucoup, Alfred. Et Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Bonjour, Ismaël. Bonjour, Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les amis et auditeurs de la radio Okapi. On vous écoute, Ismaël. Oui, suivre l'invité, il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup d'intérêts dont la société civile peut entreprendre pour aider cette population. Mais malheureusement, on ne sait pas distinguer les actions politiques de celles de la société civile. Tel que, comme le sujet l'indique, il y a le financement depuis 2016, je pense. Il s'est pesé que la société civile devait faire pourvu que la population puisse savoir être formée, soit pour connaître son rôle vis-à-vis de la politique et de la politique vis-à-vis de la population. C'est-à-dire, la société civile devait faire des formations pour aider cette population quand il parle de la paix du Caire et du cadre de la concertation. Mais ce ne sont pas des politiques qui doivent être aussi, qui doivent faire la concertation entre eux-mêmes, plutôt qu'il y ait une cohésion entre la population et la politique. Aujourd'hui, cette population est presque abandonnée à leur triste sort. À des fois, ceux qui sont des zones GD de la société civile, ce sont ceux qui tirent profit de tout ce qui émane de la main tierce qui viennent d'ailleurs, plutôt que cette population. Disons que cette société civile se focalise plus dans de grandes villes ou à la capitale plutôt que dans des périphéries. Je ne sais pas si vous y allez dans des villages tels que Tumbwe, Consort, à part Lubumbashi, vous trouverez les actions de la société civile. Et pourtant, la tâche que attend la société civile est immense. À force qu'il se focalise au centre-ville, il est quasiment difficile de connaître son rôle. Mais vis-à-vis de la formation, c'est que la société civile peut faire. Vous voyez, les temps où il n'y avait pas l'école gratuite, il se faisait qu'il y a beaucoup de taux d'analphabétisme en notre pays. Ou plus aussi ceux qui partent à l'école aujourd'hui, il est difficile de se saisir. Soit il y a des écoles où l'État paye et l'école aussi, et les parents payent aussi. Il a fallu assez qu'il y ait une cohésion entre la population et des entreprises publiques. Sinon, si la population est abandonnée à son triste sort, du moins, je demanderai à l'invité, quand il parle de la paix, qu'est-ce qu'on entend du tout par la paix? Comme il dit qu'on ne peut pas attendre de la paix à celui qui vit sans insécurité et consort. Et pourtant, il y a aussi une crise économique qui trouble la vie de gens aujourd'hui, du jour au jour, où il y a des personnes qui travaillent. Par exemple, je peux vous donner, je ne citerai pas la société, où les gens peuvent travailler pendant tout le mois, même s'ils font, c'était dans le cadre du forage, même s'ils font 100 puits par mois, ils seront payés 100 $. Mais c'est regrettable, où on demande aussi la présence. Alors, Ismaël, ici, si je vous comprends bien, Ismaël, vous aurez aimé voir une implication totale de la population, n'est-ce pas, dans les actions, que ce soit dans le plaidoyer que mène la société civile auprès de pouvoirs publics, mais qu'il y ait plus la présence de la population, parce que vous avez dit, quand la société civile travaille sur le terrain, vous voyez plus les actions qui ont tendance à être plus politiques, qui émanent vraiment de la population. C'est ça vraiment votre souci, c'est de voir la population être impliquée dans les différentes actions directement, mais aussi pas seulement dans les grandes villes. Merci beaucoup, Ismaël. Élisène Tabaza, vous nous appelez de Goma, dans le Nord Kivu. Bonjour. Bonjour, journaliste. Bonjour à mon estime président, Kacha Bachombe. Voilà. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, cher ami. En fait, je suis très bien encore, je suis tellement ravi de me joindre encore à cette émission. C'est pour essayer d'évoquer le cas de ce qui est la concertation pour les activités que la société civile mène en ce temps, ce qui est louable et appréciable et encourageable encore. Certainement, je vais situer mes propos par rapport à 3 niveaux. Le premier niveau par rapport à la conception de l'idée.
En fait, on s'est voir une idée pour surtout faire la pacification, pour sensibiliser, pour former, mais tout dépend de la manière dont on a abordé d'abord les sujets en soi. C'est-à-dire la conception d'une idée, une très bonne conception apporte toujours de très bons résultats. Cela s'observe toujours par la manière où, quand on évalue, on voit la réalité dans les choses. On dit que c'est un programme qui est soutenu par les partenaires depuis 2016, mais si je peux demander à mon estime président, quels sont les résultats favorables par rapport à la concertation, surtout dans les secteurs de la participation pour la paix? Et quels sont les résultats qui sont plus palpables et qui apportent, qui peuvent donner à la population au moins un mot pour dire que ça va aller? Parce que nous sommes toujours en train d'observer dans les secteurs toujours de l'insécurité qui pèse dans les différents milieux et les points RSE du pays. Et là n'apporte pas les pourcents. Disons qu'il y a des résultats favorables. Alors, le deuxième niveau, c'est par rapport au choix des acteurs. Les acteurs qui doivent intervenir. Les acteurs qui doivent intervenir sont les acteurs qui doivent être d'abord des acteurs qui connaissent bien et qui ont l'expertise de la réalité du terrain. C'est-à-dire, on ne doit pas prendre les acteurs tellement superficiellement pour intervenir. Pourquoi je le dis? Parce que quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui vit une situation, quelqu'un qui est en train de vivre une action quelconque dans une province ou dans un coin reculé, c'est différent de celui qui se trouve chacun qui parle et soit qu'on aurait quelqu'un qui est en train de vivre une situation de loin. C'est-à-dire celui qui est presque la situation très bien, c'est celui qui est de loin. Et dans le processus pour la vulgarisation de la campagne ou d'un programme qui est en cours, c'est là plus pour avoir de bons résultats. Quant à ce qui est le déroulement de l'activité, par rapport à ces mêmes acteurs, nous devons toujours atteindre aussi la loyauté et l'objectivité dans les actions. Mon prédécesseur vient de parler de la politisation de certaines actions qui sont même au niveau de la société civile. Oui, ça c'est observable. Ça on ne peut pas. C'est plus visible. Les actions qui n'atteignent pas les recoins du pays, c'est-à-dire les territoires, c'est réel parce que nous les savons et nous les voyons tous. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait de l'objectivité et de la loyauté dans les actions, surtout par rapport des acteurs. Et là, on a des petits soucis pour vous suivre, Élisée, mais vous avez posé la question à notre invité de savoir le résultat palpable, mais aussi les choix des acteurs. Je crois que ça revient presque dans les soucis exprimés par l'ensemble des compatriotes qui se sont exprimés pour savoir exactement comment la population est-elle impliquée. Merci beaucoup aux auditeurs. Nous revenons dans ce studio à vous, Patient Bachombe. Vous avez suivi les trois compatriotes qui se sont exprimés. Vous avez noté avec moi les grandes lignes de leurs préoccupations. On vous écoute. Oui, d'abord, je dis merci à l'ami Académie, donc dans les Tanganyika, qui pense pour lui que le travail n'est pas très concret au niveau de Académie. Et il voudrait avoir des mécanismes pour faire participer la population dans ce qui s'est fait. Oui, je crois que vous avez raison. Je venais de le dire tantôt. Le cadre de concertation, c'est la fêtière qui regroupe les plateformes, les réseaux, les synergies de la société civile et même les organisations de la société civile pour servir d'interface ou d'interlocuteur valable auprès des partenaires au niveau du gouvernement ou des partenaires techniques et financiers. Vous voyez, il ne faudrait pas que l'État se retrouve face à plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs se réclamant de la société civile. Et donc, au niveau provincial et même local, il y a eu quand même quelques appuis qui ont été faits au niveau provincial pour la tenue des assemblées générales, pour structurer le cadre de concertation au niveau des provinces. Mais également, récemment, nous venons d'appuyer des ateliers d'analyse des contextes. C'est un départ. On analyse les contextes politiques, social, économique, environnemental, tous les besoins de la population, que la population ressent, pour que le cadre les amène au niveau des décideurs, afin que les décideurs puissent les couler sous forme de décisions. C'est ça l'objectif, en fait, de la société civile, c'est de transposer les desiderata de la population auprès des décideurs, afin que ces derniers puissent
les transformer ou les couler sous forme de décisions. Donc il y a un travail qui est en train de faire, mais j'ai dit que c'est un départ. Et je crois que la société civile au niveau local s'organise au fur et à mesure. Le cadre lui-même, c'est un processus. Et un processus qui est inclusif, qui doit prendre en compte tout le monde, tous ceux qui ne sont pas politiques. Et cela m'amène à rejoindre ce qu'un autre collègue venait de dire, je crois au niveau de Lubumbashi, qui disait que souvent les actions de la société civile sont confondues aux actions politiques au lieu d'être des actions qui amènent de la population sociale, exactement. Ouais. Mais je voudrais montrer juste un petit pont qui existe entre ces actions et les politiques, parce que nous sommes des partenaires aux politiques. Ça veut dire que les dirigeants sont des partenaires de la société civile. Et lorsque nous avons des préoccupations, nous devons aller auprès des décideurs pour échanger, discuter, plaider auprès de ces décideurs afin qu'ils puissent donner des réponses. À ce niveau, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais tout dépend de la manière dont la société civile conserve son indépendance pour ne pas aussi se laisser inféoder par le politique. Mais principalement, les actions de la société civile sont d'abord sociales. Et il faut identifier des préoccupations de la population, des préoccupations. D'ailleurs, récemment, lorsque nous avons travaillé avec les provinces, ils ont pu identifier certaines priorités, certains besoins prioritaires au niveau des provinces. Et globalement, j'ai essayé de les regrouper en 10 priorités. Ces 10 priorités sont d'abord les routes, qui sont quasiment inexistantes, impraticables. Quand vous prenez par exemple la RND, vous quittez Mbujimai, Kabinda, donc en allant vers Beni, passant par Lubao, Mwenga, Calais, ainsi de suite, vous voyez l'état de cette route. Vous prenez la route RN4 par exemple, Beni jusqu'à Bondo. C'est vraiment il y a des manques, il y a une quasi inexistence de routes, et je crois que ça doit être la première priorité. Et toutes les provinces ont identifié cette question comme une priorité, les routes. Dans les 10 priorités, oui. Dans les 10 priorités. Mais ils ont identifié beaucoup de priorités, mais nous avons regroupé en 10 grandes composantes. Alors il y a aussi les constructions anarchiques et spoliation des biens du domaine privé public de l'État. Plusieurs provinces sont revenues là-dessus. Aussi l'insécurité. L'insécurité est associée à la criminalité urbaine, le banditisme urbain, et nous venons d'une grande mission avec beaucoup de collègues. Nous étions dans le Grand Bandundu. Nous venons d'arriver depuis hier. Et vous voyez, quand vous êtes à Kikwit, il y a même des jeunes qui s'organisent dans ce qu'ils appellent bandes. C'est ce qu'on appelle ici Kuluna, tout ça, oui. Mais ils sont très très nocifs. Donc à ce niveau-là, il y a une forte insécurité. Donc l'insécurité n'est plus seulement à l'est du pays, l'insécurité est en train aussi de presque se nationaliser. Tout ça à cause de manque d'emploi, à cause de manque d'encadrement de la jeunesse. Ça, voilà. Il y a également, comme quatrième élément, priorité, faible production agricole. Il n'y a pas vraiment de politique claire qui accompagne les populations pour, n'est-ce pas, développer une bonne production agricole dans les provinces. Insuffisance de fourniture et d'énergie. Donc, vous êtes par exemple à Kikwit. Il y a pas d'électricité. Il y a à peine la centrale qui venait d'être construite, mais il y a même pas une seule maison qui est alimentée en termes d'énergie. Et c'est une belle ville, malheureusement, qui ne peut même pas produire quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de développement sans énergie. L'énergie, c'est le moteur du développement. Il y a également une autre priorité, c'est le manque de transparence dans la redevabilité auprès des autorités. Donc, les autorités, au niveau des provinces, leur gestion n'est pas très transparente. Et quand certains acteurs de la société civile, les mouvements citoyens et tout le monde essayent de chercher les informations ou essayent de demander au gouverneur de donner des comptes, même les assemblées provinciales qui essaient de le faire,
il y a toujours Alors, problèmes. si on peut voir les autres priorités rapidement, Rapidement, je parle aussi voilà, de la rétrocession, pas de retenue à la source, conflit foncier récurrent entre les communautés, mais également, enfin, la cohésion sociale qui est en péril dans plusieurs provinces. Voilà, ça sont les priorités qui ont été J'ai définies. oublié de parler aussi des lots, parce que il y a plusieurs des lots propres qui alors, n'est pas mais si on disponible. revient à ce qu'Élisée de Goma disait tout à l'heure, il parlait des résultats palpables, mais aussi les choix des acteurs qui doivent se retrouver dans ces cadres de concertation. Alors, comment vous procédez? C'est toutes les ONG, toutes les organisations de la société civile, il y en a tellement beaucoup. Il y en a comment les cadres structurent-ils des organisations qui entrent rapidement? Alors, c'est ce que je dis, c'est un processus pour être plus inclusif. On ne veut laisser personne de côté. Donc, on veut être le plus inclusif possible, mais c'est un processus. On va continuer et on est en train de demander à tous les coordonnateurs provinciaux, à toutes les coordinations provinciales de prendre en compte tout le monde. Il faut que vraiment la société civile soit une force qui influence. Pour y parvenir, il faut que nous soyons ensemble unis. Voilà, 081 890 49 69, 081 890 49 69, c'est pour intervenir en direct, mais vous pouvez également poster votre commentaire et débattre sur la page Facebook. Félicien, vous êtes à Kinshasa, et Bernard à Kananga, nous allons vous accorder la parole d'un moment à l'autre. Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie. Félicien Kalala, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Félicien Kalala, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Des petits soucis de ligne avec Félicien. Bernard, vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Bonjour Bernard. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs qui m'écoutent à ces moments. On vous écoute Bernard. Bon, je partage le même avis de mon co-débatteur Félicien Kalala et je félicite l'Union européenne pour son soutien à la société civile. Mais cela est au profit de leurs intérêts pour prendre l'autorité et imposer leur volonté à tout moment. Les Congolais devraient voir les retombées qui pourraient arriver. Et ils devraient ouvrir les yeux car longtemps nous sommes manipulés par les Occidentaux avec les flatteries de petites sommes d'argent. Moi, je pense que cette situation devrait préoccuper seuls les Congolais et non les Européens. Le bilan du travail abattu par la société civile est mitigé car cette dernière est manipulée par même certains politiciens avec la corruption à grande échelle pour leurs intérêts égoïstes. Voilà moi ma préoccupation par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette question de la corruption. D'ailleurs, on a eu un autre débat autour de la société civile. Je reviens directement à notre invité, Patient Bachombe. Vous avez évoqué tout à l'heure l'indépendance de la société civile. Notre ami revient sur cette question d'inféodation. Vous l'avez dit tout à l'heure. Comment aider exactement la société civile dans cette configuration à se retrouver vraiment indépendante, jouer son rôle pour qu'elle ne se retrouve pas qu'on dise qu'il y a celle qui est proche de l'opposition, celle qui est proche de la majorité, comme on l'a toujours dans notre pays. Je crois qu'à ce niveau-là, il peut avoir raison parce qu'il y a certaines structures de la société civile qui semblent jouer la souris et le chat. Ils ont plusieurs couleurs, ce qui n'est pas vraiment éthiquement société civile. Mais les acteurs, souvent, ils peuvent quitter la société civile pour aller flirter avec les politiques. Mais cela ne remet en aucune façon la structure, n'est-ce pas, à cette inféodation. Donc, je voudrais aussi dire que nous ne sommes pas à la solde de l'Union européenne, non. Vous savez, sous d'autres cieux, c'est le gouvernement qui appuie, qui finance ou qui subventionne la société civile. Mais chez nous, il n'y a pas de politique de subvention à la société civile. Raison pour laquelle nous essayons d'aller solliciter des moyens auprès d'autres partenaires, n'est-ce pas, pour appuyer nos actions. Mais il est possible, et c'est ça ce que nous sommes en train de prêcher, la philosophie que le cadre de concertation de la société civile est en train de prêcher pour l'instant, il est possible que la société civile participe pour mobiliser des moyens au niveau de notre pays, parce que nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays riche.
malheureusement, cette potentialité ne se démontre pas, n'est-ce pas, en termes de revenus, malheureusement. Mais nous, en tant que société civile, nous sommes en train de développer une philosophie. Prochainement, nous reviendrons avec toute une note là-dessus pour que la société civile participe à la mobilisation des revenus, et nous pouvons, si le gouvernement l'accepte, nous pouvons arriver à convaincre, à travailler avec la communauté, la population, de manière à ce que y ait une forte mobilisation de recettes dans la fiscalité. Mais à côté de ça, il faut une grande redevabilité. S'il n'y a pas redevabilité, si on ne sait pas où va l'argent, ça sera difficile. Mais à ce moment-là, ce n'est qu'à cette condition que la société civile peut appuyer le gouvernement pour mobiliser. Vous savez que même l'économie de notre pays est dans l'informel. Or, c'est nous, la communauté, c'est nous qui connaissons où nous pouvons toucher pour ramener, n'est-ce pas, ce manque à gagner dans l'enveloppe du trésor public. Et qu'est-ce que nous pouvons avoir en retour? Est-ce que l'autorité va suivre nos préoccupations, nos priorités? Nous devons avoir exactement des clauses avec l'autorité pour que nous nous rassurions que ça ne va pas entrer dans les poches des politiciens. Mais alors, vous avez mené ces plaidoyers, vous avez décrit ces 10 priorités, mais rappelons qu'on a eu dans ces pays le DSRP 1 et 2, qui d'ailleurs la société civile a beaucoup travaillé à la base pour montrer ses besoins. On ne sait pas que sont devenus ces documents dans la lutte contre la pauvreté, parce que tout a été bien défini. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous pouvez arriver vraiment à avoir au niveau du pouvoir public je peux dire une écoute pour que ces priorités définies dans ce travail que vous faites soient vraiment prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques? Alors, toutes les priorités qui ont été définies dans les provinces, nous allons les consolider pour après travailler de manière à les à les désagréger à travers les ODD, les objectifs de développement durable. Et ça nous permettra aussi d'appuyer un peu le gouvernement pour défendre la zinc, pour qu'on vienne en appui dans les différentes provinces pour justement de réponse aux préoccupations qui ont été soulevées dans chaque province et dans chaque n'est-ce pas, dans chaque territoire. Je vais aussi dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le PNSD, le Plan National Stratégie de Développement, dans lequel nous avons beaucoup contribué dans l'élaboration, et même le programme d'urgence multisectorielle d'atténuation des effets Covid. Nous y avons beaucoup travaillé, mais où sont les moyens? Il n'y a pas de moyens pour financer c'est exactement tous ces ça le outils problème. de développement. Merci. Mais aussi, il faudra que chaque province se dote d'un plan provincial de développement, un plan au modèle congolais. Vous savez, souvent on a l'impression d'imiter des référentiels au niveau international. Mais comment avoir des plans mais qui sont domestiqués au niveau qui tiennent compte des réalités locales. Ça, c'est très important. Merci, voilà. Alors, on me fait signe qu'il y a encore les auditeurs sur notre standard de l'autre côté. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Jérémy, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour également à notre invité. Je pense que le renforcement de capacité du cadre de concertation de la société civile est un geste à saluer à juste valeur, dans la mesure où il vient booster, n'est-ce pas, le dynamisme de cette force vive, bien évidemment, du pays. Mais vous savez que la question que l'on se pose, c'est que pourquoi, donc jusque-là, ça fait 4 ans durant que l'Union européenne appuie financièrement cette structure, mais on est en train de constater que il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas décoller, parce que d'aucuns se demanderont, mais qu'est-ce qui ne marche pas du tout? Parce que vous allez trouver que la plupart de membres des sociétés civiles se sont soit dans la politique, ils jouent les deux. C'est là que les choses ne marchent pas. Ils doivent normalement donc faire ce qu'on appelle les plaidoyers en faveur de la population face aux décideurs politiques. Oui, monsieur Pierrot. Oui, on vous écoute, oui. Alors, on se rend compte que
cette structure est plus politisée. Vous allez voir même dans nos institutions supérieures ici et universitaires. Vous trouvez tous les professeurs, soit certains, bien sûr, dans la société civile, mais vous les voyez encore en politique. Moi, je me dis, il faut qu'on puisse recadrer les choses. Ou on est en politique, ou on est dans la société civile. On ne peut pas jouer les deux. C'est pourquoi les pays n'avancent pas. Là où il faut faire le plaidoyer, on est en train de faire la complaisance. Et cette complaisance amène que la population ne se retrouve pas. Et pourtant, il doit jouer donc au contrepoids vis-à-vis des institutions en faveur de la population. Et donc, c'est-à-dire essayer un peu de dénoncer toutes les dérives que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais on se rend compte que la société civile est aux abonnés à fond. Mais il y en a qui travaillent quand même, nous voyons. Mais il faut qu'on leur donne leurs moyens de politique. On ne peut pas, pourquoi ce transfèrement? Pourquoi cette mutation? Vous avez été dans la société civile et après, vous commencez à convoiter un poste politique. Mais après quoi? Quel est votre statut? On doit être naturel. On essaye un peu de garder ces rôles qu'on joue. Et cela, il va de l'intérêt de notre pays. Alors, moi, d'ailleurs, je propose que même les professeurs qui sont dans les institutions supérieures et universitaires, ou soit ils restent professeurs, ou ils entrent en politique. C'est pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas dans notre pays. On doit jouer un seul rôle qui lui est dévolu, et voilà, on peut avancer le pays, on dénonce ce qui ne marche pas, et on propose des pistes de solutions aux décideurs politiques. Voilà, c'est ce qui peut amener notre pays à sortir du boulier. Ouais. Mais est-ce que Jérémy, est-ce qu'avec ça on ne va pas tomber dans le piège? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la société civile, beaucoup de gens pensent que la société civile c'est l'opposition. On a eu même un débat ici où les gens n'étaient pas contents si la société civile félicitait par exemple une action menée par le gouvernement. Si on félicite, on estime qu'on commence à soutenir le gouvernement. Il faut quand même qu'on arrive à comprendre que société civile n'égale pas opposition politique. C'est ça aussi, il faut qu'on comprenne ça. Tout à fait, mais M. Thierro. Là, on n'en disconvient pas. La société civile joue c'est-à-dire les tremplins entre la population et les décideurs politiques. Tout à fait. Et donc là où les choses vont dans un sens contraire, elle adhère là. Et si il s'avérait que l'opposition est dans la réalité et dans les droits chemins, elle adhère. Et si c'est le cas gouvernement, ben, elle adhère. Elle doit jouer à l'arbitre. Donc, merci beaucoup, Jérémy. C'est très intéressant votre point de vue. Vous estimez qu'elle joue à l'arbitre. Hein. Il ne faut pas qu'elle tombe dans les pièges de pouvoir se retrouver dans des camps politiques. Il faut choisir, mais ne pas aussi utiliser la société civile comme d'un tremplin, parce qu'on le sait. Il y a eu ce que le professeur Banuessis nous a dit dans l'émission de la fois passée, que cette transhumance politique, n'est-ce pas, partant de la société civile vers la politique. Merci beaucoup, Jérémy. Vous êtes à Lubumbashi. Nous retournons à Kananga. Fariel, bonjour. Bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, M. Pierrot et la Mégie, et bonjour aussi à l'invité. On vous écoute, Fariel. Oui, M. Pierrot, le financement avait un objectif précis, celui de renforcer les cadres de concertation de la société civile entre les autorités politiques et administratives. Mais jusqu'aujourd'hui, M. Pierrot, nous ne voyons pas les impacts de visibilité et les bilans restent aussi confondus. Nous ne savons pas où se mettre pour fixer ou qualifier les bilans de la société civile. Et quand nous regardons même dans les positifs, dans toutes les négociations que la société civile a entreprises pour le bonheur du peuple congolais, notamment l'établissement des valeurs démocratiques au sein de la cité, la formation d'un type d'homme responsable, libre, conscient de ses droits et devoirs et soucieux de la démocratie. Quand nous regardons, messieurs les journalistes, dans toutes ces démarches, les efforts de la société civile dans ce domaine sont encore insuffisants. C'est pourquoi, messieurs les journalistes, nous interpellons les autorités de la société civile de travailler d'une manière là normale et sérieuse à celle fin d'aider cette population qui n'est pas satisfaite jusqu'aujourd'hui par rapport aux attentes et aux besoins de la population. C'est pourquoi nous interpellons ces autorités de travailler d'une manière là sévère vis-à-vis des autorités politiques et refuser toute ingérence des politiciens. Parce que ces politiciens, M. Pierrot, arrivent même à reformuler les décisions de la société civile. À ce moment-là, dès lors que
ces décisions sont reformulées par les politiciens. Là, la population congolaise n'aura pas ce qu'elle cherche comme intérêt général ou la satisfaction de ses besoins. C'est pourquoi ces sociétés et ces autorités doivent travailler d'une manière là correcte et refuser toute distraction. Voilà, ça dit que Fariel, si on comprend, vous auriez aimé voir des impacts, n'est-ce pas, surtout la question de la formation, de la sensibilisation de la population, ça c'est très intéressant. Vous voulez voir l'impact sur ces cas, mais vous plaidez tous pour l'indépendance, pour que la société civile garde son indépendance d'esprit, son indépendance du travail. Nous retournons à Kinshasa avec vous, Chico Basanga. Merci d'être avec nous, Chico Baza. Bonjour, Chico. Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour aussi à votre invité. On vous écoute, Chico. Oui, merci pour la parole, monsieur Pierrot. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'intervention de votre auditeur de Lumbashi, Jérémy. Le problème aujourd'hui, si vous observez, au pays, nous avons plusieurs sociétés civiles. Donc, chacune d'elles est dans son domaine. Mais le problème aujourd'hui est que, ou bien notre inquiétude est que, quand on voit la façon dont ces sociétés civiles travaillent, on a comme l'impression que ces organisations n'arrivent pas à répondre à leur mission. Pourquoi je dis ça, monsieur Pierrot? Vous pouvez voir aujourd'hui. Allô, monsieur Pierrot? Oui, on vous écoute. Oui, donc si vous observez bien, vous allez comprendre que en RDC, les sociétés civiles sont comptées, les vraies sociétés civiles sont comptées au bout des doigts. Pourquoi je dis ça? Nous avons plusieurs choses qui se passent que la population est en train de condamner, mais nous observons un silence de la part de certaines sociétés civiles. Je peux donner l'exemple. Je pense que vous, comme votre invité, vous avez suivi de la même façon que moi. Dernièrement, les prix Nobel, Dr Mukwege, Dr Mukwege dénonçait les cas de menaces de mort qui étaient en train de recevoir plusieurs personnes. Mais, jusqu'alors, aucune société civile n'a jamais initié une marche. Non seulement ça. À Lumbashi, on avait toujours aussi un politicien qui avait tenu un discours de tribalisme. Non seulement ça, je peux encore dire, ce n'est plus encore un secret pour personne. Aujourd'hui, on signale l'insécurité dans beaucoup de problèmes de la Mais alors, Chico, mais si on rentre dans un passé récent, Chico, rappelons quand même qu'à la veille des élections de 2018, on a vu la société civile est montée au créneau à travers plusieurs structures qui ont manifesté, qui ont réclamé qu'on ait des élections. Vous savez ce qui s'est passé dans ces pays. Il y a des mouvements citoyens qui continuent d'ailleurs même à marcher, à faire des sit-ins aujourd'hui pour réclamer qu'il y ait des changements. Ça continue à se faire. Alors, vous aurez aimé voir tout cela se faire. Mais si on comprend très bien, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des actions palpables qui sont coordonnées au niveau où toute la population se rend compte exactement que la population civile est en train de travailler dans ce sens-là. Alors on revient dans ce studio à vous, Patient Bachombe. Vous avez suivi encore nos compatriotes, votre réaction sur tout ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, je crois que M. Jérémy a ramassé beaucoup de choses. Et oui, je pense qu'il n'a pas tort. Il faut arriver à dépolitiser certaines structures de la société civile qui, des fois, se confondent aux politiques et à la société civile. C'est un travail que nous sommes en train de faire, de mener au niveau du cadre des concertations. Et nous l'avons promis depuis notre élection. Évidemment, moi, avec mon équipe, nous avons été élus le 30 novembre 2019, donc il y a 10 mois déjà. Et nous avons promis de nous impliquer pour arriver à dépolitiser la société civile. Mais quand on dit que la société civile doit jouer l'arbitre ou bien doit être l'opposition, non. La société civile ira toujours là où il y a l'intérêt de la population, prendra toujours position là où les intérêts de la population sont en péril. C'est ça l'indicateur le plus prépondérant. Donc, il n'est pas question... Si l'opposition pense comme nous, tant mieux. Si le gouvernement pense comme nous, tant mieux. Mais dès lors que ça rencontre les aspirations de la population et l'intérêt de la population, nous sommes là. Alors, je pense aussi que notre ami de Kananga n'a pas tort. C'est vrai,
les résultats. Vous savez, quand on cherche les changements, c'est pas du coup que le changement arrive. Oui, c'est un processus. C'est vraiment un processus, mais c'est déjà un bon départ, comme j'ai à le dire. Il faut maintenant voir comment bâtir sur les acquis et voir comment est-ce qu'on peut sortir. Je lis toute la détermination des collègues coordonnateurs provinciaux ou présidents provinciaux des cadres de concertation de la société civile et tous leurs comités. Je vois qu'ils sont capables. Ils sont capables vraiment de conduire les choses et de bien mener les choses. Il faut seulement une forte adhésion. En ce qui concerne notre ami Chico à Kinshasa, oui, il y a plusieurs, je crois plus de 40 ou 45 000 structures ou OEC de la société civile. Alors chacun peut s'appeler société civile, une organisation peut peut voir le jour aujourd'hui et s'appeler société civile 2, société civile 2, société civile 2. Il peut y avoir plusieurs. Bon, vous savez que notre loi est encore assez mitigée par rapport à ça. Il y a beaucoup d'ambiguïté à ces niveaux. Nous sommes aussi en train de voir comment proposer, n'est-ce pas, une révision par rapport à la loi portant 004 sur les ASBEL. Les ASBEL, oui. Donc, et les établissements d'utilité publique. Donc, il n'y a pas plusieurs sociétés civiles. Nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule société congolaise. Et nous devons nous exprimer à travers une voix. Malheureusement, des fois, les gens n'aiment pas se mettre ensemble pour une cause commune. C'est ça le problème. Il y a aussi le problème d'égoïsme. Si ce n'est pas moi qui suis là, mais je crois que nous sommes très ouverts et nous allons tout faire pour aller vers tous ceux qui veulent s'écarter. Il faut aller vers eux. Il faut aller vers tout le monde pour que nous puissions voir comment conjuguer nos efforts ensemble. Mais est-ce qu'au niveau du cadre de concertation, parce que vous avez évoqué la question de la formation, c'est très important. Notre ami de Kananga est revenu là-dessus, parce que si des fois il y a toutes ces structures se créent, mais des fois il manque aussi un encadrement, une vision, un accompagnement. Est-ce que c'est prévu au niveau du cadre de pouvoir renforcer aussi les capacités, non seulement dans les plaidoyers, mais aussi dans leur organisation en tant que membre de la société civile? C'est une des missions maintenant dévolues au cadre de concertation depuis le deuxième forum national du cadre de concertation qui s'est tenu ici à Kinshasa du 26 au 29 novembre de l'année passée. Et donc nous devons aussi mobiliser les moyens, l'argent pour les structures, pour les organisations de la société civile. Nous devons les capaciter, les former. Nous devons aussi les aider à trouver, pourquoi pas, les documents, voilà, tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté, comment nous pouvons venir à bout au niveau administratif et au niveau de plaidoyer qu'ils doivent mener. Donc la société, le cadre de concertation n'est pas là pour faire le même travail que les structures de la société civile. Les structures de la société civile font leur travail au quotidien, mais le cadre est au 4e niveau pour prendre ce qui a été fait, voir comment l'amener au niveau plus haut. Donc ce que les structures font, ce que les structures réalisent comme activité, cela nous sert, n'est-ce pas, de béquille et pour amener plus haut notre plaidoyer. Alors, quand vous regardez aujourd'hui l'évolution, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Et pour revenir sur la question du docteur Mukwege, le docteur Mukwege a été victime de beaucoup de menaces et nous nous sommes exprimés là-dessus. Peut-être que l'ami n'a pas suivi ou l'écho n'a pas été fort, mais nous nous sommes exprimés quant à ce. Nous avons condamné, n'est-ce pas, ces menaces contre le docteur Mukwege, notre prix Nobel de la paix. Rappelez-vous, c'est encore le cadre de concertation de la société civile qui l'a accueilli au pays à partir du Sud Kivu, de Bukavu, lorsque certaines autorités n'étaient pas ouvertes pour accueillir le docteur. Même le gouverneur n'est pas venu. Mais c'est la société civile qui a pris le taureau par ses cornes. Malgré toutes les menaces, la société civile a pris le cadre de concertation pour l'accueillir. Il faut quand même dire que le docteur Mukwege n'a pas été accueilli officiellement, même au niveau du gouvernement. La société civile l'a accueilli officiellement. Quelle officialité vous voulez encore? En fait, quand je parle officiel, il y avait un gouvernement qui devait quand même, on parle d'un prix Nobel de la paix, il faut qu'on se dise, pendant ce temps, le gouvernement ne l'avait pas accueilli d'une manière officielle. Je venais de le dire, le gouverneur n'a pas été là, aucun ministre n'a été là, personne.
mais la population s'est organisée pour l'accueillir, en tout cas massivement, je crois. Voilà. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Mais il faut dire que nous sommes en contact, avec toutes les autres structures, et il y a eu des activités, des marches et même des manifestations qui ont été organisées pour montrer les ras-le-bol, pour dire que nous n'accepterons pas que les victimes soient classées dans les oubliettes. Non, nous devons arriver à protéger notre valeur. Je crois le dernier groupe d'auditeurs pour terminer cet échange. Revenons au programme. Parlons en termes de programme. Vous avez dit tout à l'heure que depuis 2016, 4 ans. Est-ce que à la fin le programme va continuer? Comment ça va se passer pour permettre au cadre de pouvoir continuer son travail? Nous sommes au moment d'évaluation et je crois que il y a un ami qui venait de le dire à Kananga, il y a des acquis sur lesquels il faut bâtir pour aller plus haut encore. Eh bien, je crois que l'Union européenne et d'autres partenaires vont continuer à appuyer le cadre de concertation de la société civile à travers le 11e FED. Et il y a d'autres partenaires, il n'y a pas que l'Union européenne, il y a tout un groupe d'interbailleurs de la société civile. Et voilà, donc alors permettez qu'on écoute le tout dernier auditeur. On revient à vous pour la conclusion. Hassani, vous nous appelez de Bukavu. Merci d'être avec nous. Bonjour Hassani. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité. C'est Emina Mandassane depuis la ville de Bukavu au Sud Kivu. On vous écoute rapidement, Nous ne pouvons pas méconnaître le travail abattu par le cadre de la société civile qui, d'une manière ou d'une autre, parviennent à contribuer à la bonne gouvernance pour certains et d'autres se transforment en véritables militants des partis politiques ces derniers temps. Et il se constitue aussi des tuyaux de pouvoir en place actuels. Même les médias, plutôt, en analysant leur intervention dans les médias et aux réseaux sociaux, ça fait un bout qu'ils se constituent pour certains des boucliers des autorités. Or, c'est à eux que le pays pourrait se réveiller. En principe plutôt, sur la Constitution de la République telle que modifiée en ce jour, la société civile fait partie des piliers de la démocratie. Si par contre, le gouvernement congolais utilise ces derniers temps pour couvrir leur irrégularité. Nous sollicitons du chef de ce cadre de société civile de transcender cette version afin de revenir à leur mission initiale pour Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très intéressant votre intervention, Hassani de Bukavu. On termine par là. On revient à vous, Patient Bachombe, pour conclure cet échange en 1 minute. Oui, en 1 minute, je réponds aussi à Hassani. Je dirais que beaucoup de gens parlent de l'alternance, des champions de l'alternance dans ce pays, mais je crois que le champion de l'alternance, ce n'est pas au premier plan le président Tshisekedi qui est venu. C'est pas non plus le président Kabila qui est parti, c'est la société civile. On oublie la société civile, pourtant la société civile, les mouvements citoyens ont beaucoup milité, mais on les oublie. Je crois qu'il faut les dire, c'est le temps de les dire. C'est la société civile qui a boosté, qui a poussé pour qu'il y ait alternance dans ce pays. Je dirais aussi que la société civile doit continuer à travailler au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, à participer dans la définition, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes du gouvernement. C'est ça, c'est à ce niveau-là que nous arrivons à influencer, n'est-ce pas, les décisions du gouvernement. Aussi par rapport à ce que nous sommes la Journée internationale de la paix, je voudrais inviter les gouvernements de notre pays de se doter d'un plan de paix. On ne peut pas concevoir un pays qui n'a pas de plan de paix, alors que il y a des problèmes par-ci par-là. La paix, ça se construit. La paix, c'est une construction, et il faut que le pays se dote d'un plan de paix. Merci beaucoup, Patient Bachombe Matabishi, coordonnateur national du cadre des concertations de la société civile de la RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. On continue les débats sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Cette émission est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci, au revoir, et surtout merci à Polydor Vasunga qui était à la réalisation et mise en onde de ce magazine.